Chères mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie tous et en première ligne, monsieur le professeur Jean-Pierre Brun et monsieur le professeur Franz Grenet de m'avoir invité ici et présenter à votre aimable attention le sujet qui m'intéresse vivement depuis une vingtaine d'années. Le périple de la mer Érythrée, manuscrit et source. Le périple de la mer Érythrée fait partie du corpus des écrits conventionnellement désignés comme petits géographes grecs. Le texte remonte au deuxième ou troisième quart du premier siècle de l'ère chrétienne. Ce périple contient de nombreuses données sur la géographie et l'histoire politique et économique d'un certain nombre de régions allant de l'Égypte jusqu'à la Tanzanie moderne et de l'Arabie jusqu'à l'Extrême-Orient. D'un côté, le périple de la mer Érythrée est très intéressant et pratique pour les études. Le texte est conservé dans seulement 2 manuscrits. Son volume est relativement petit. D'un autre côté, la trop large répartition géographique de l'information dans le texte, la nécessité de manier les données des traditions non liées entre elles, la langue maladroite de l'auteur, la pauvre tradition manuscrite et le manque des sources similaires rendent le travail avec ce texte assez difficile. Il peut sembler bizarre de poser la question du genre de périple, puisque le genre de l'œuvre est déjà indiqué dans son titre. Ce n'est pas le seul représentant du genre des périples. D'autres sont aussi bien connus. Le périple du pont Euxin d'Arien et un certain nombre d'autres périples connus par la tradition, mais qui ne nous sont pas parvenus. La raison d'être purement pratique de notre périple est clairement soulignée par presque tous les spécialistes de l'histoire ancienne du bassin de la mer Rouge. Vous pouvez voir quelques citations. La définition la plus courante de cette œuvre est celle d'un guide de commerce et de la navigation. Il est aussi appelé guide d'un marchand marin, guide de navigation, la description des trajets. Dans la publication la plus importante du périple par le chercheur américain Lionel Casson, son contenu comme document commercial est considéré comme un auction. C'est un homme d'affaires, dit Casson sur l'auteur du périple. Selon lui, après avoir terminé sa carrière, il avait décidé de préparer un manuel dans le domaine de ses compétences professionnelles. La discussion dans la littérature moderne tourne uniquement sur l'objet principal auquel s'applique l'information du périple, le commerce ou plutôt la navigation. Ces vues ne soulèvent pas d'objection de principe. Cependant, elles ne prêtent pas attention à l'origine de données du périple. Il est supposé, ou très clairement déclaré, que ces données ont été acquises par l'auteur sur la base de son expérience personnelle ou sinon d'informations recueillies par d'autres commerçants qui menaient depuis plusieurs années des activités commerciales dans les eaux de la mer Érythréenne, de l'Égypte à l'Inde du Sud-Est. Cependant, sur la base des données du périple, on peut supposer que le texte était bien connu non seulement parmi les marins, mais parmi les intellectuels alexandrins aussi. Nous voyons dans un des fragments le mot « Inaïa ». Cette lecture est une correction proposée au milieu du XIXe siècle par le chercheur allemand Karl Müller. Il est facile de lire ici « India » dans les 2 manuscrits. Vous pouvez le voir sur cette illustration. Dans le contexte donné, il se réfère à la force des vagues qui tirent le navire vers le rivage. Et le mot India ici est tout à fait inapproprié. En soi, cette correction est possible du point de vue paléographique. La confusion de alpha et de delta dans l'écriture onciale ou majuscule est tout à fait normale. Et la forme India, bien connue dans la littérature classique, est tout à fait inhabituelle pour le texte du périple. Cependant, le terme Inaya, à part le périple, ne se trouve dans toute la littérature ancienne que chez Hesychios, dans le sens dynamis, dans la force. Il est dès lors probable que le texte du périple, que ce soit séparément
ou dans le cadre des petits géographes grecs, était familier à Hésychios au 5e ou au 6e siècle, ou à l'un des éditeurs de son vocabulaire. Cette observation nous amène à aborder l'examen de la tradition manuscrite du Périple dans le cadre des petits géographes grecs. Le Périple, comme une partie du corpus des petits géographes grecs, est conservé dans 2 manuscrits. L'un dans la bibliothèque de l'université de Heidelberg, l'autre au British Museum. L'origine de ces manuscrits est bien connue. Il a été exposé en détail, en particulier par Aubry Diller et par Didier Marcotte, alors il n'est pas nécessaire de les répéter ici. Ces manuscrits sont appelés Codex A et B. Depuis longtemps, s'est établie une opinion selon laquelle le texte de Londres, le Codex B, serait une mauvaise copie du Codex A. Je voudrais vous donner quelques exemples qui montrent que les éditions critiques utilisées dans la science actuelle ne représentent pas le texte original et que l'idée dominante sur l'origine des manuscrits mène les chercheurs dans une mauvaise direction. Au début, il y a une lacune dans le texte du Périple du manuscrit A. Vous pouvez le voir. Je n'ai pas d'indicateur. Bon. La nature de cette lacune n'est pas évidente. Il est possible que le texte du protographe n'était pas clair et que le scribe a décidé de laisser la place libre afin de le remplir à partir d'autres manuscrits. En revanche, le Codex B est ici parfaitement clair. À partir du milieu du XIXe siècle, la lacune a été comblée par les éditeurs avec une référence au royaume de Méroé. Et comme l'indique Casson, cette correction est acceptée par tous les derniers éditeurs et traducteurs. Mais d'un autre côté, cette lacune est très bien remplie par le texte du manuscrit B, ce qui montre bien l'indépendance du Codex de Londres par rapport à celui de Heidelberg, et élimine une référence au royaume de Méroé. Ensuite, le texte du Périple décrit l'importation de certains produits en Afrique orientale. Entre autres, il mentionne l'importation du fer indien. Casson voudrait que ce soit importé d'Ariake, à savoir de l'Inde, et non de l'Arabie, comme l'indiquent pourtant les 2 manuscrits à la fois. Ça, on peut le voir facilement. En fait, la référence à livraison éventuelle d'un certain nombre de produits indiens à travers l'Arabie par les rois caravanières ne peut pas être utilisée par les historiens en raison de la volonté des éditeurs de donner au texte une logique historique. Mais des trouvailles d'importation de fer indien dans l'Arabie du Sud sont très bien connues, notamment par les fouilles menées à Samaroum, en Oman actuel. Un autre exemple. Le paragraphe 19 nous dit qu'un centurion avec un détachement est envoyé au port nabatéen de Léoké-Komé, actuellement à Al-Wajr, pour la perception des taxes. Cette section est activement utilisée dans les études sur l'histoire de la Nabatéie au 1er siècle de notre ère. Toutefois, le texte dans l'édition de Casson ne précise pas qui envoie ce centurion, les Anabatés ou l'Empire romain. Selon la solution qu'on adopte ici, la question du niveau d'indépendance d'État nabatéen par rapport à Rome, un demi-siècle avant l'annexion et création de la province de l'Arabie en 106 par Trajan, peut recevoir une réponse différente. Ces différences fondamentales entre les manuscrits montrent que les scribes ne se copiaient pas les uns les autres. Dans le cas du passage en question, la forme de personne plurielle utilisée dans le manuscrit B est préférable. Toute la partie du périple qui décrit le voyage le long de la côte arabique de la mer Rouge est présentée par la première personne du pluriel. L'auteur poursuit en disant « katechomen »,« paroxionomen » et ces formes sont données par les 2 manuscrits. La terminaison casuelle d'un « hekatontarches », centurion, dans le manuscrit B est cachée derrière la ligature qui n'est pas tout à fait claire. Mais l'utilisation de la finale de la première personne du pluriel tout au long de ce passage, dans les 2 manuscrits, indique plutôt que le mot hekatontarches devrait être à l'accusatif.
Dans ce cas, la question de savoir qui envoyait l'officier Aléokekome pour la perception des taxes, les Romains ou les Nabatéens, serait définitivement résolue. Il apparaît bien que la lecture que je propose peut servir d'argument en faveur du point de vue selon laquelle le centurion avec un détachement était envoyé à Aléokekome par l'État romain. Un autre sujet de ce point de vue est la description du port Moscha-Limen, identifié avec l'actuel Khorrori en Oman. Le texte du périple dit que si on embarque sans permission l'encens à bord, il n'est pas possible de partir. Citation, en raison de l'intervention d'une divinité du port. Dans les deux manuscrits, ce passage est tout à fait clair. Néanmoins, nous voyons dans l'édition critique de Casson qu'il y a une lacune ici, remplie par référence au nom du port. Ayant retravaillé le texte, Casson l'a dépouillé de son sens originel, de la mention de la divinité du port, en introduisant une mention inexistante de Moscha-Limen. Des pareilles corrections se rencontrent en bien plus grand nombre. On trouve dans la publication de Casson, comme dans les éditions précédentes, les références à Spasino-Charax au lieu de pays de Pacine, ainsi qu'une suppression arbitraire de l'Arabie remplacée par Ariake, c'est-à-dire l'Inde. Cette dernière correction est à noter parce qu'elle comporte un certain nombre d'autres altérations, alors que le texte manuscrit dit que le début du royaume du roi Saka est localisé par rapport au pays arabique. La seule différence entre les manuscrits ici est l'écriture de mot arabia avec un ou deux rots. Les éditions critiques du périple, à partir de la fin du XVIIe siècle, au lieu d'Arabia, lisent ici Ariake, puisque ce pays est mentionné dans l'introduction à la géographie de Ptolémée. Cependant, la lecture directe du manuscrit est assez significative. Le royaume de Nahapana en Inde occidentale est localisé par rapport au pays arabique, et cette désignation pourrait être née dès que le texte semble représenter un commentaire à une carte. Étant donné que le royaume de Nahapana ne pouvait pas être localisé par rapport à l'Ariake, car elle est située dans celle-ci, il fallait corriger Hepros à Epeiros, ce qui a été fait par Casson par exemple. En outre, on trouve dans la publication de Casson la particule T qui manque dans les deux manuscrits. Je n'ai donné que quelques exemples de corrections des éditeurs qui montrent que le travail avec le texte du périple de la mer Érythrée n'est possible que si ce travail n'est pas basé sur les manuscrits. Le nombre de corrections rédactionnelles est si grand que le lecteur se retrouve à traiter non pas la source, mais les fantaisies des éditeurs. Néanmoins, il est possible de donner un exemple qui montre que l'introduction des corrections dans le texte est encore possible. Un passage décrit l'exportation de divers produits, en particulier les épices et les encens, depuis le marché Oponais en Afrique orientale. Parmi ces produits, on trouve les esclaves, d'Ulika. Dans ce cas, il n'y a pas de divergence entre les manuscrits. On peut le voir. Néanmoins, il y a des raisons de soupçonner qu'ici le texte original a été endommagé. Il n'y aurait certes rien de surprenant dans les mentions d'exportation des esclaves d'Afrique orientale vers l'Égypte. Le périple en parle dans 3 autres passages. Cependant, dans tout cela, les esclaves sont appelés somata, les corps. En outre, la présence d'esclaves dans la même liste que les épices et l'encens, dans le paragraphe 13, ne semble pas tout à fait logique. Ce manque de logique semble encore plus important si nous prêtons l'attention à l'absence dans cette liste d'Ouaka, c'est un nom d'une plante africaine, pourtant présent dans la même liste des marchandises exportées de Malao, dans le paragraphe 8. On peut donc supposer que la liste des produits exportés d'Oponé incluait Douaka et pas d'Ulika. Dans le cas présent, la corruption du texte en écriture onciale ou majuscule, en particulier lors de la transmission d'un mot inconnu,
est facile à expliquer du point de vue paléographique. Alpha est devenu lambda et epsilon soit s'est fondu avec kappa, soit tout simplement a été omis pour donner au mot en intelligible une forme plus familière. Les distorsions paléographiques et les erreurs orthographiques sont une source d'information importante pour l'origine de la tradition manuscrite du Périple. Presque toutes les distorsions peuvent être expliquées par l'hypothèse selon laquelle les manuscrits actuels proviennent d'un protographe annoncial. On peut aussi supposer que dans le cas de Codex A, il y avait une autre étape en minuscule entre le protographe et le manuscrit actuel. Nous avons déjà cité un exemple de distorsion explicable par la réécriture du texte annoncial. Il y a encore assez beaucoup d'autres cas pareils. En conclusion, en travaillant avec le périple de la mer Érythrée, il faut toujours vérifier les lectures d'édition critique avec les manuscrits. Le nombre de corrections dans le texte est si grand que le travail avec le texte n'est pas possible avec une édition critique sans consulter les manuscrits. Maintenant, à la lumière de l'opinion dominante sur l'absence d'importance indépendante du manuscrit B, envisageons quelques-uns des exemples qui pourraient changer les idées conventionnelles sur la source et montrer que les corrections éditoriales ne sont pas toujours justifiées. Nous avons déjà vu l'exemple avec la lacune dans le code A, rempli par la référence au royaume de Méroé. Cet exemple nous montre que cette opinion n'est pas du tout invulnérable. Testons l'hypothèse dominante sur d'autres exemples. Hjalmar Frisk, un des éditeurs du Périple des années 1920, a accordé une attention considérable au passage numéro 1. Il a examiné en détail l'origine de la lecture déformée du Codex A, mais pas mentionné que le manuscrit de Londres, c'est-à-dire le B, a conservé la lecture originale. Cet exemple témoigne éloquemment du fait que la version de Londres du Périple n'ait pas été copiée de celle de Heidelberg. Bon, numéro 2. Dans ce cas, la version de Codex A montre une lecture déformée, tandis que B nous donne une lecture sans distorsion. Numéro 3. Les deux formes Ewodia et Ewodia étaient prononcées plus ou moins de la même façon. Mais Ewodia écrit dans le A ne convient pas pour le contexte. Il s'agit dans ce passage des saveurs et des épices, et le concept de la bonne route n'est pas applicable ici. D'autre part, la lecture du manuscrit B, qui signifie doux ou doux chantant, correspond beaucoup mieux au contexte. Le manque de correction peut être dû au fait que le scribe, sans pénétrer profondément dans le contexte de la description, a décidé que la notion la bonne route s'applique beaucoup mieux au texte du Périple qui traite toutes sortes de routes. Mais ce n'était pas le cas. Numéro 4. Il n'y a pas de différence dans les caractères du mot diphonoïs dans les deux manuscrits. Cependant, la façon dont le texte est écrit est indicative. La ligne ondulée dans le manuscrit de A est ténue pour le reste d'un autre signe, probablement écrit par erreur. Dans le manuscrit de Londres, le signe phi est certainement inscrit sur un autre signe, peut-être mis à tort. Le copiste de A, après le iota, a mis un tiret, ce qui indique peut-être l'omission d'un caractère non compris. Ce fait montre aussi que la tradition manuscrite au moins ne va pas directement de l'un à l'autre des codex. Probablement, la version manuscrite originale, dans ce cas, était quelque peu obscure pour les deux copistes. Numéro 5. Et cette différence est également indicative pour démonstration de l'origine indépendante des deux manuscrits. Les formes attiques et ioniques ont été conservées sans correction. Maintenant, tournons-nous vers l'analyse de l'origine du texte du Périple. On va revoir les relations entre le Périple et la cartographie pratique.
La terminologie, les façons de décrire certaines zones, la description des contours des côtes des continents aident à développer une hypothèse sur l'origine de cette source. Le périple de la mer Érythrée commence par une référence à certains ports spécifiés. Je vous le cite. Ton apodedegmenon hormontes erythros thalasses. Les éditeurs et les commentateurs du périple ont éprouvé des difficultés considérables pour interpréter cette expression. En effet, le texte ne dit pas pourquoi, par qui et où ils ont été spécifiés ou désignés. Ce formulaire est utilisé à nouveau dans le périple, dans la description de port Mosra-Limen, déjà mentionné, destiné ou spécifié pour le chargement de l'encens. Dans ce cas, le sens de ce mot est tout à fait clair, car il est précisément concrétisé. Auparavant, il a été supposé que sous la définition apodedegmenos à propos des ports Myos, Hormos et Bérénice, on avait en vue le niveau de sécurité, à savoir qu'ils peuvent être indiqués ou recommandés pour la visite. Cependant, si tel était le cas, il serait nécessaire sans doute de reconnaître que le contexte de la première phrase du périple se réfère à tous les ports mentionnés dans la source, et que tous peuvent également être recommandés pour une visite, malgré certains troubles mentionnés par exemple dans le paragraphe 52. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que Myos, Hormos et Bérénice sont premiers sur les rives de la mer Érythrée seulement pour l'auteur du périple. Pour les connaisseurs de la géographie ancienne, ces ports étaient juste deux parmi beaucoup d'autres, et pas les premiers, et pas les plus septentrionaux en Égypte. Par conséquent, une certaine sélection de tous les ports a été effectuée. Deux ont été sélectionnés qui étaient pour une certaine raison spécifiée. On peut supposer que cette définition a été utilisée parce que l'auteur du périple avait devant les yeux une carte sur laquelle les ports étaient indiqués comme point de départ dans le voyage trans-érythréen. Dans ce cas, le texte du périple de la mer Érythrée pourrait avoir été préparé comme un commentaire adjoint à la carte de la mer Érythrée. Alors la phrase initiale du périple aurait un sens très clair. Quand le lecteur regarde sur la carte du périple, il comprend que apodedegmenoi hormoi ne se réfère pas à tous les ports indiqués sur la carte de la mer Érythrée, dont le compilateur du périple a préparé les explications écrites, mais seulement à deux d'entre eux qui sont liés à des transactions commerciales internationales. Oui, voilà. En décrivant les tribus vivant au sud de l'Égypte, le manuscrit A utilise le nom Notos, partie arrière, alors que B écrit Notos en sens sud. La lecture de codex B est plus logique, car elle conduit le lecteur à une certaine séquence sur une carte géographique. Bon, les indications sont très mal vues. Je suis désolé. D'abord, le texte dit que le territoire à droite de Bérénice, à savoir le long de la côte africaine, plus au sud, est occupé par divers peuples. Les terres le long de la mer sont occupées par les ichthyophages, mangeurs de poissons. La partie intérieure de cette terre, à savoir ce qui se trouve à l'ouest des ichthyophages, est occupée par d'autres barbares, les agriophages et mosrophages, qui vivent sous des tyrannies. L'intérieur du continent, Mesogeios, qui ici est légèrement séparé de la partie occidentale, c'est-à-dire de la côte de la mer, la rejoint au sud, Kata Noto. Il est évident que dans ce cas est reproduit un schéma cartographique particulier dont la description des régions suit les parties du monde. Le sud, direction générale du mouvement des ports Myos, Hormos et Bérénice, et l'ouest, la description de la terre sur la côte africaine de la mer Rouge moderne. La présence de Notos avec oméga dans ce fragment pourrait apporter de la confusion dans cette description. Au lieu d'une indication spécifiée sur la direction méridionale,
le lecteur obtiendrait une vague mention de la partie arrière, dont la location resterait à deviner. Et j'ai l'impression que dans ce cas aussi, on a reproduit les légendes d'une carte. La couche suivante d'information est la description complète de l'ensemble de l'itinéraire dans la mer Rouge. L'auteur du périple dit qu'un petit marché côtier est situé après les Moscophages et qu'il s'appelle Ptolémaïs des Chasses et qu'il est éloigné de 4000 stades d'un certain point de retour. L'auteur du périple dit ensuite qu'à 3000 stades de Ptolémaïs des Chasses et à 20 stades de la côte est situé le grand marché Adolis. Il est situé dans la baie profonde qui s'étend vers le sud. À 200 stades d'Adolis se trouve l'île montagneuse, Orénée, à laquelle abordent les navires. À peu près à 800 stades est située une autre baie profonde, à l'entrée de laquelle beaucoup de sable s'est accumulé et d'où on extrait l'obsidienne. Le commerce là-bas est très actif. Il y a des commerçants à la fois du bassin de la mer Rouge et de l'Inde. Dans cette description, il y a beaucoup d'incertitudes. Une certaine localisation de Ptolémaïs des Chasses, qui est fixée par rapport à un certain point de retour, Toperastes Anacomides, dont l'emplacement n'est pas davantage déterminé par le texte. La continuité de l'énumération des ports est brisée. La distance au port après Bérénice est spécifiée en étapes et non à partir de Bérénice, mais à partir d'un certain point de retour. L'identification des îles dans ce fragment n'est pas tout à fait évidente. Il n'est pas non plus clair à quelle baie moderne correspond la mention de l'autre baie profonde. Ceci est d'autant plus surprenant que la distance entre Bérénice et Ptolémaïs des Chasses était parfaitement connue dans la géographie ancienne. Selon Pline l'Ancien, cette distance était de 4820 étapes, ou selon d'autres sources comme Strabo, 5000 étapes. Le périple ne donne pas une telle information, d'où nous pouvons conclure que son auteur ou ses informateurs n'allaient pas de Bérénice à Ptolémaïs des Chasses. À peu près ici. L'indication de l'auteur du périple, selon laquelle Ptolémaïs des Chasses était distante de 4000 stades du point de retour, est considérée par tous les éditeurs de périple comme résultant de la détérioration du manuscrit. Dans les manuscrits eux-mêmes, on ne voit aucune trace d'altération. Sur le point de retour, les éditeurs de textes ont compris le port de Bérénice, ou sauf deux, qui tenaient respectivement pour Arsinoé et pour Myos Hormos. Si on additionne la distance de Ptolémaïs des Chasses à Adolis, 3000 stades, d'Adolis à l'île montagneuse, 200 stades, de l'île montagneuse à l'autre baie profonde, 800 stades, nous obtenons les 4000 qui séparent Ptolémaïs des Chasses du Perastes Anacomédes. Par conséquent, l'autre baie profonde est le même endroit où le point de retour, c'est ici que les commerçants qui opéraient à l'intérieur de la mer Rouge moderne amorçaient le voyage de retour. Donc la distance en 4000 étapes à Ptolémaïs des Chasses ne doit pas être calculée à partir de Bérénice, mais à partir de l'autre baie profonde, dont l'identification est aussi un autre problème à discuter. Mais le moderne Anfile Bay est un très bon candidat. Cela veut dire que Ptolémaïs des Chasses était fréquenté à leur retour en Égypte, probablement quand les éléphants étaient pris au bord ici pour ne pas les amener au sud, mais directement vers l'Égypte. Cette affirmation n'était plus d'actualité au milieu du 1er siècle de notre ère et remonte à l'époque précédente. Ça veut dire que l'auteur du périple ne se basait pas uniquement à ses expériences personnelles, mais utilisait les sources qui venaient d'une époque précédente. L'indication du compilateur de périple, qui immédiatement après la baie profonde, à savoir probablement Anfile Bay,
le golfe arabique, c'est-à-dire aujourd'hui la mer Rouge, tourne à l'est, peut être interprété de façon convenante par l'hypothèse que, dans la description de la partie méridionale de la mer Rouge, il a regardé la carte qui avait des distorsions importantes. Adulis et Anfal se trouvaient presque à la même latitude que le détroit de Bab el-Mandeb. Si le compilateur du périple s'était basé sur une expérience réelle, soit la sienne propre, soit celle d'autres marins, il n'aurait pas pu obtenir dans ses calculs, et par conséquent dans sa description de la mer Rouge, que la distance entre Adulis et Bab el-Mandeb est de 450 km. La description de la côte orientale de l'Afrique dans le périple, en général, peut être considérée comme encore meilleure que même celle de Ptolémée. Dans la description de Ptolémée, l'Afrique prend fin dans une sorte de terre inexplorée, allant au sud de l'Éthiopie aux limites extrêmes de la Terre, tandis que dans le périple, les contours de l'Afrique et la fusion des bassins des océans Indien et Atlantique modernes sont décrits avec une précision presque moderne. Une comparaison des descriptions des continents avec des données de sources comme la chronographie de Pomponius Mela ou la carte de Peutinger indique aussi que le compilateur de périple avait une idée beaucoup plus précise que ses contemporains. Le port le plus méridional mentionné dans le périple est Rapta, situé probablement sur le site du plus grand port tanzanien Dar es Salaam. Le navire aurait dû faire un long chemin de cette région à l'extrême sud de l'Afrique, située à quelques milliers de kilomètres. Les géographes anciens étaient bien familiers avec des zones au sud de Rapta dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. De toute évidence, le compilateur du périple pouvait sauter une grande partie du voyage le long de l'Afrique de l'Est et aller directement sur le point de confluence de la mer Érythrée avec la mer d'Occident, qui sont les océans Indien et Atlantique modernes. S'il n'est pas allé plus loin que Rapta, c'est que la carte n'allait pas là-bas. Cette carte devait être précise et ne pas correspondre aux idées habituelles de son temps, de la partie méridionale de l'Œcuménée. Dans le contexte des idées géographiques du compilateur de périple, très intéressant, est la brève référence à l'emplacement de Taprobane, Ceylan moderne, par rapport à la Tanzanie, par rapport à la Azanie, actuelle Afrique du Sud-Est. Je vous donne une petite citation, et elle est représentée au-delà de ce cadre. Kai schedon esto kat autes antiparakemenon azanias pareki. Dans les éditions et traductions du périple, cette référence a été déformée plus ou moins de la même manière. Toutes les interprétations de ces données se basent sur l'idée que selon le compositeur du périple, l'île de Taprobane, le Ceylan, touche pratiquement l'ouest de l'Azanie, Tanzanie moderne. La traduction de Karl Müller est un peu différente des autres, mais elle ne peut pas être considérée comme étant sans ambiguïté. Cette interprétation collectivement élaborée aurait dû montrer que ce fragment ne remonte pas à l'expérience pratique d'un marchand, comme est traditionnellement représenté le compilateur de périple, parce qu'une telle absurdité ne pouvait pas entrer dans le texte d'après son expérience personnelle. Cette idée devait apporter à l'héritage de la cartographie des générations précédentes qui représentaient Taprobane incurvée et très allongée à l'ouest. Presque toutes les cartes des prédécesseurs et des contemporains de l'auteur de périple, et même les plus tardifs, comme les descriptions des cartes dans la géographie de Ptolémée, représentent Taprobane avec de fortes distorsions et son emplacement est indiqué proche de l'Afrique de l'Est et de Méroé. Sur la carte d'Ératosthène, Taprobane est allongé d'ouest en est. Il écrit que Taprobane est étendu épithène éthiopienne, vers l'Éthiopie. Ce point de repère considéré comme infaillible a donné dans la description de Strabon non seulement le fait
que Taprobane est orientée dans le sens de l'Éthiopie, mais aussi qu'elle se trouve en face de l'île des Égyptiens, à savoir Méroé, et des pays de la Cannelle. Hipparque a souligné la taille énorme de l'île, bien que la taille précise de l'île, 5000 stades à 5000 stades, a été donnée par Onésicrite en 4e siècle avant notre ère et par Ératosthène. Les dimensions de Taprobane sur la carte de Ptolémée sont significativement exagérées et l'île est représentée déplacée loin à l'est de ses coordonnées réelles. Puisque sur la carte de Ptolémée, la péninsule indienne est privée de sa forme allongée, la disposition de Taprobane par rapport à l'Inde ne peut pas non plus être considérée comme fiable. Ainsi, l'île de Taprobane, dans la cartographie ancienne du IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIe siècle après Jésus-Christ, et dans l'interprétation de la géographie ancienne par les historiens modernes, est apparue incroyablement grande, allongée de l'ouest en est et se trouvant devant et touchant presque la Corne d'Afrique moderne, alors qu'il n'y a rien de pareil dans les sources anciennes. Ils indiquent seulement que l'île de Taprobane se trouve en face de certains repères africains. En combinant les indications séparées des autres anciens sur Taprobane, les chercheurs modernes ont étendu l'île jusqu'à l'Afrique moderne. Je propose de traduire ainsi ce fragment en question et s'étend presque jusqu'à la zone située en face de l'Azanie. La structure même de la phrase analysée doit orienter son interprétation. Heisto indique une zone vers laquelle s'étend, par équille, la pointe méridionale de l'île. Nous ne pouvons parler ici que de sa pointe méridionale, non pas occidentale, parce que dans le même paragraphe, le périple fait référence à la partie septentrionale, à laquelle doit être opposé le côté méridional. Il serait étrange que la partie méridionale s'étend vers l'ouest. La phrase kat autes se réfère à Azanias et eisto à Antiparakémenon, le sujet de cette phrase. Nous avons donc la formulation suivante, et presque à la région à la face de l'Azanie, à savoir que la frontière méridionale de Taprobane se prolonge jusqu'à la latitude de l'Azanie. Elle se trouve en face, parallèlement à elle, mais ne la touche pas. Cette interprétation contredit l'opinion sur les vues archaïques de l'auteur du périple quant aux contours et aux dimensions de Taprobane et confirme d'une nouvelle fois qu'il se représentait avec une précision presque moderne les contours des continents et des îles de l'ancien Indien. Ces représentations s'appuyaient très probablement sur une carte exacte. Malgré le fait que le premier dans l'énumération des ports de la mer érythréenne est nommé Myosormos, Bérénice était pour l'auteur du périple le principal point de référence. Par exemple, en montrant les ports les plus méridionaux de la côte africaine, il parle de leur emplacement par rapport à Bérénice, par exemple dans le paragraphe 18. En décrivant ensuite le chemin de la côte africaine au port nabatéen de Léoké-Komé, et le commerce, il le commence non par Myosormos, mais par Bérénice, dans le paragraphe 19. À la lumière de l'hypothèse selon laquelle le périple était le commentaire d'une carte de la mer érythréenne, on peut trouver une explication pour le fait que Bérénice a été élu comme point de référence pour déterminer toutes les distances. Bérénice était située presque à la même latitude que Syène, la moderne Assouan, qui à son tour avait été placée par Ératosthène à la frontière du tropique du Cancer et a donc servi dans les constructions géographiques et en particulier dans les calculs cartographiques de point de référence pour la définition des distances jusqu'aux confins du monde habité, jusqu'aux d'autres points à marquer sur la carte et même jusqu'aux constellations. En conséquence, l'emplacement de Bérénice avait une liaison géographique et cartographique qui en fit un point de référence pour une longue période. L'emplacement de Ptolémaïs des Chasses et de Bérénice
a été clairement liée à une échelle cartographique établie, selon laquelle les latitudes d'Alexandrie, Syène, où étaient situés Bérénice et Méroé, situées à la même latitude que Ptolémaïs des Chasses sur la carte d'Ératosthène, étaient éloignés les uns des autres de 5000 stades. Ces éléments servaient d'importants points de repère cartographiques, ou pour parler plus précisément, d'importants points pour la géographie théorique, et les distances entre eux sont représentées dans le périple. En conclusion, je voudrais brièvement résumer les résultats de la conférence d'aujourd'hui. Le périple de la mer Érythrée était très probablement le commentaire d'une carte. Il est possible que ces commentaires aient été enregistrés dans les marges de cette carte. Les deux manuscrits du périple ont une signification indépendante. Ils remontent à un protographe en oncial. On peut supposer qu'entre le codex A actuel et le protographe, il y avait une autre étape en minuscule. Les éditions critiques du périple ont largement faussé le texte de la source. Et maintenant, il est logique de se tourner vers les manuscrits, maintenant tout à fait disponibles. Il faut alors traiter les publications du texte, même les plus sérieux, avec une grande prudence. Je vous remercie cordialement de votre attention.